Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire. Notre format webinaire que vous connaissez bien, c'est la rentrée. On va parler prévention avec deux sujets forts d'actualité. La campagne de vaccination qui se lance dans les collèges contre le HPV, mais aussi, autre sujet de cette rentrée, la prévention médicamenteuse des bronchiolites. Avec nous, pour pouvoir parler de tout ça, le docteur Jean-Luc Delaban, bonjour. Oui, bonjour à tous. Vous êtes médecin généraliste Voilà, je suis élu médecin du... généraliste à Bordeaux, élu de l'URPS, et j'ai le plaisir, depuis de nombreuses années, de présider la commission prévention à l'URPS. Merci beaucoup. Également pour nous accompagner sur ce webinaire qu'on a travaillé avec l'Agence régionale de santé, Aurélie Fischer, bonjour. Oui, bonjour à tous. Je travaille donc à l'ARS au pôle veille sanitaire et risques infectieux. Donc, j'ai dans mon portefeuille la vaccination, qui est un sujet prégnant pour notre directeur général. Donc, je suis en charge d'animer la politique régionale vaccinale et proposer des actions de prévention sur la vaccination. Merci. Je tiens à préciser que ce webinaire a été également préparé avec le docteur Sylvie Quelet, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui pour une contrainte de déplacement professionnel, mais qui a enregistré une séquence pour expliquer cette campagne. Nous allons la voir dans un court instant. Également sur le plateau, Isabelle Petit-Breuil, bonjour. Oui, bonjour, je suis médecin gynécologue, médecin libéral, élu de l'URPS et je suis bien sûr très intéressée par le papillomavirus puisque le jour où tout le monde sera vacciné, eh bien, on n'aura plus à s'inquiéter des problèmes dus au papillomavirus. Merci Isabelle. On est dans les Isabelles. À distance, Isabelle Brinté, bonjour, également élue de l'URPS médecin. Oui, bonjour, je suis pédiatre de maternité et libérale sur Lormont et Bouliac. Et effectivement, moi, je suis particulièrement sensibilisée à la campagne de cette première année d'immunisation des nourrissons contre le VRS, qui va aussi, si ça fonctionne, alors peut-être pas parfaitement cette année, mais ça va révolutionner nos hivers peut-être. Merci Isabelle, on en parle effectivement à la fin de ce webinaire. Enfin, avec nous également l'Omédite, Céline Valado, bonjour. Bonjour à tous. Oui, je suis Céline Valado, je suis pharmacien à l'Omédite en charge de la mission vaccination. Donc nous sommes en appui de l'ARS et principalement ma présence ici se justifie puisque nous sommes investis avec Sylvie Quelet sur ce projet. Merci beaucoup. Et pour ma part, Emmanuel Bataille, j'ai le plaisir d'animer cette séquence. J'espère que la rentrée est bonne pour tous. Donc, on va parler effectivement de cette campagne de vaccination HPV en milieu scolaire qui se lance. Nous allons parler également effectivement de cette campagne aussi d'immunisation des nourrissons contre le VRS. Format que vous connaissez, une des interventions qu'on essaye de faire rapide pendant une demi-heure pour vous laisser le temps, bien sûr, derrière aux questions-réponses. Questions que vous pouvez poser par le module QR. Vous avez un petit logo qui s'affiche en haut à droite de votre écran pour poser vos questions au fur et à mesure. Nous les collecterons et y répondrons à la fin du webinaire. Donc, on démarre effectivement avec cette campagne. Je le disais, elle a été préparée par Sylvie Quelet, qui est en charge du dossier au niveau de l'ARS. On la laisse quelques minutes vous présenter ce dispositif et nous en reparlons derrière. Bonjour à tous, je suis le docteur Sylvie Quelet, je suis médecin de santé publique à l'ARS et je suis directrice de projet sur ce projet de vaccination contre les papillomavirus de toute une classe d'âge. Alors pourquoi ce projet en Nouvelle-Aquitaine? Il faut vous rappeler qu'on a quand même été tous ensemble précurseurs dans la mise en place de ce projet en milieu scolaire. On a en France une épidémiologie liée au papillomavirus qui fait que ça reste un problème de santé publique avec 6304 cancers, dont 25% chez les hommes, plus de 100 000 cas de verrues anogénitales tous les ans, et puis des lésions précancéreuses du col chez les femmes qui vont donner lieu à des traitements, mais à des conséquences obstétricales, notamment en termes de prématurité. Une fois qu'on a fait ce constat, qui est quand même un petit peu alarmant, on s'interroge aux manières de prévention et on sait qu'on a un vaccin
qui existe depuis de nombreuses années, qui est sûr et efficace. Il est recommandé en France depuis 2007 pour les filles, depuis 2021 pour les garçons. Et malgré tout, même si la couverture vaccinale augmente régulièrement d'année en année, on est bien en deçà des chiffres proposés par le plan cancer pour limiter, voire supprimer le cancer du col de l'utérus, et bien en deçà des objectifs de l'OMS. En Nouvelle-Aquitaine, on a une couverture vaccinale qui est malgré tout un petit peu plus élevée qu'au niveau national. On a 46% des filles de 16 ans qui ont reçu 2 doses, mais moins de 10% des garçons qui ont reçu 2 doses, alors même qu'on sait que les garçons sont infectés par des papillomavirus, notamment des papillomavirus hautement pathogènes. Depuis donc une année, nous travaillons tous ensemble, ARS, Éducation nationale, Assurance maladie, l'URPS, à mettre en place un dispositif coordonné de vaccination d'une tranche d'âge. Nous avons pour cela recruté des centres de vaccination, puisque nous avons 643 collèges en Nouvelle-Aquitaine et 70 000 élèves. Donc les centres de vaccination qui préexistaient n'étaient pas suffisamment nombreux. Donc on a 22 centres de vaccination qui ont un module de coordination, des équipes propres, mais aussi qui vont mettre en place des équipes mobiles composées de professionnels libéraux pour aller proposer cette vaccination en milieu scolaire. Nous avons travaillé aussi sur l'autorisation parentale. Et à ce titre-là, 2 éléments de contexte. Nous avons travaillé sur la communication, et je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure, pour permettre aux parents de donner une autorisation éclairée pour cette vaccination de leur enfant. Et nous avons travaillé également sur la dématérialisation de ces autorisations pour faciliter le travail des professionnels de l'éducation nationale et à cela augmenter leur acceptabilité. Nous sommes sur la dernière ligne droite. Les demandes d'autorisation parentale vont être envoyées à tous les parents des élèves de 5e, puisque c'est ceux que nous avons ciblés, dès cette semaine, du 4 septembre, via les applications scolaires Pronote, École Directe. Et les parents devront cliquer sur le lien et remplir leur autorisation. Bien sûr, c'est une plateforme sécurisée avec la demande d'un mot de passe. L'autorisation des 2 parents est nécessaire et j'insiste là-dessus puisqu'il s'agit d'une vaccination recommandée et non obligatoire. Une fois, la plateforme va rester ouverte du 4 au 28 septembre et dès le tout début du mois d'octobre, les premières équipes mobiles vont se déplacer dans les collèges pour faire les premières doses de vaccin. On attend bien sûr beaucoup de choses de vous. Parce que, vous l'avez compris, ce n'est pas le projet de l'ARS, c'est notre projet à tous pour faire progresser la santé publique et faire diminuer les dommages liés au papillomavirus. Donc, bien sûr, informer les parents, les rassurer, vacciner les enfants, vacciner les plus âgés et puis, bien sûr, continuer à promouvoir la prévention des papillomavirus avec la prévention primaire qui est la vaccination, mais la prévention secondaire qui est le dépistage, et que tant qu'on n'aura pas une couverture vaccinale très élevée, on ne pourra pas supprimer ces 2 actions qui sont extrêmement complémentaires. Je vous remercie. Bonjour à tous, je suis le docteur Sylvie Kellet, je suis médecin de santé publique. Nous l'avons vu donc, pardon pour le petit bug. Nous l'avons vu, on a entendu une faiblesse aujourd'hui du taux de vaccination des adolescents, hein, malgré la protection qu'apporte justement ce vaccin contre le HPV. On reviendra après sous les dimensions un peu plus cliniques du virus. Protection contre les cancers du col, de l'anus, mais aussi des cancers ORL, quoi. On réévoquera tous ces points. Donc c'est une démarche de vaccination qui est proposé dans les collèges, vous l'avez compris. À partir de cette rentrée, ça se veut un vecteur supplémentaire en fait pour toucher les adolescents et augmenter en fait l'adhésion, le taux de couverture vaccinale par un autre biais. Docteur Jean-Luc Delaban, ça devient finalement en renfort de l'action du médecin traitant qui continue à avoir un rôle essentiel dans cette démarche.
Oui, absolument. Et il s'agit là de travailler en collaboration et on ne sera jamais trop nombreux pour vacciner le plus de monde possible et obtenir la couverture vaccinale, vous l'avez compris, qui nous permettra un jour peut-être d'arrêter de faire des frottis et de voir disparaître les cancers du col et les autres cancers imputables à ce satané ou ces satanés papillomavirus. Alors, quelle est un peu la place du médecin traitant ? Vous l'avez compris, vous avez entendu chez nous, mais sur toutes les ondes et dans tous les médias, la publicité faite sur cette campagne. Et sans doute déjà dans vos cabinets, vous avez eu les premières questions, les premières interrogations des parents. Et notre premier rôle, il est bien là, hein, il est d'essayer d'expliquer, d'informer, de rassurer nos jeunes patients, mais en l'occurrence, c'est plutôt leurs parents qui sont inquiets et vous l'avez sûrement remarqué, souvent les mêmes questions reviennent. Hein. La question la plus fréquente, c'est est-ce que c'est nécessaire de faire ce vaccin? Et je pense que la réponse qu'il faut apporter, elle est claire. Hein. C'est que malheureusement, il n'y a pas d'autre cancer pour lequel on peut proposer un vaccin qui évite d'attraper le cancer. Hein. C'est pas si fréquent. Il faut pas rater cette occasion. Il faut pas avoir peur de dire aux parents, ben demain, est-ce que vous hésiteriez à faire vacciner votre enfant si on vous disait que grâce à un vaccin, il n'aura pas un cancer du poumon, ou il n'aura pas un cancer du sein, ou il n'aura pas un cancer du côlon. Donc, ce sont des arguments importants. Les autres questions qui viennent, c'est l'âge. Docteur, pourquoi si jeune, hein? Évidemment, ce vaccin fait appel plus ou moins à la sexualité. À 10-11 ans, c'est un peu, pour certains parents, un peu prématuré. Ça met des questions sur le tapis qui sont pas forcément évidentes. Alors là aussi, c'est la science qui nous apporte les réponses. Hein. C'est simple, plus on vaccine tôt, plus on est avant les premiers, je ne veux pas dire rapports, puisque c'est des contacts sexuels qui suffisent pour être contaminants, et donc plus on a de chance, hein, les études le montrent, avant 10-11 ans ou dès 10-11 ans, on est pratiquement à 100% de réussite par rapport au cancer du col, alors que si on attend 1 an ou 2 ou 3 de plus, les chiffres baissent. Hein. Donc plus on vaccine tôt, et mieux c'est. C'est pas par hasard que la campagne a été décidée de commencer à 11 ans, c'est-à-dire le plus tôt, vers les élèves de 5e. Autre question qui revient souvent, c'est pourquoi des garçons, hein, puisque on associe de manière un peu systématique le vaccin HPV au cancer du col, de l'utérus, mais vous le verrez après plus dans le détail. D'abord, les garçons sont des vecteurs du virus, donc à ce titre-là, ils ont besoin d'être vaccinés, et après, ils peuvent eux-mêmes souffrir non seulement de lésions anogénitales, mais aussi de cancer ORL en particulier ou du pénis. L'autre question qui revient aussi souvent, c'est docteur, mais de toute manière, à cause du sida, il faut mettre un préservatif, donc il risque rien. Il faut bien insister là-dessus. Le préservatif, qui est un excellent moyen de contraception et qu'il ne faut surtout pas dénigrer, ne protège pas de toutes les maladies sexuellement transmissibles, en particulier de l'HPV, qui est, rappelons-le, la plus fréquente des maladies sexuellement transmissibles. Et donc, ce préservatif ne protège pas puisque le simple contact corporel permet la contamination avec l'HPV. Donc, vous l'avez compris, notre premier rôle, hein, c'est bien ça, expliquer, rassurer et faire en sorte que les patients, nos jeunes patients, soient vaccinés. Alors, qu'ils soient vaccinés à l'école, qu'ils soient vaccinés par nos soins, qu'ils soient vaccinés chez le pharmacien, l'essentiel, c'est qu'ils soient vaccinés et qu'ils soient vaccinés en nombre. Alors, vous l'avez compris, cette campagne, elle intéresse les enfants de 5e, et donc vous allez pouvoir profiter pour rattraper le reste de la fratrie qui n'est pas concernée par cette campagne, hein, en particulier donc tous ceux qui ont plus de 11 ans, hein, et donc vous voyez avec la photo qui apparaît à l'écran que vous pouvez vacciner les 11 à 14 ans avec un schéma qui est fait de 2 doses espacées, hein. Donc vous pouvez vous caler sur ce qui est fait à l'école, c'est-à-dire automne, printemps, hein, les 6 mois d'écart. Et puis, dès qu'on est dans les 15-19 ans, ce schéma à 2 doses ne suffit pas, il faut 3 doses, hein, à 0, 2 et 6 mois. Et puis, on ne vous l'a pas mis sur la diapositive, mais il y a aussi un rattrapage
pour les HSH, les hommes ayant des sexualités avec les hommes, qui est valable à 3 doses jusqu'à l'âge de 28 ans révolu. Voilà, et évidemment, c'est le Gardasil qui est le vaccin qui doit être utilisé dans cette campagne. Voilà, en gros, ce que j'avais à dire sur le rôle du généraliste. Merci. Pour repréciser encore, hein, cette campagne dans les collèges, c'est d'abord de la sensibilisation, de l'information, jouer sur l'effet de groupe aussi des adolescents. C'est toute cette dynamique, effectivement, c'est ça l'effet escompté. Un enfant et dont les parents qui le souhaitent rentrer dans le schéma vaccinal feront donc peut-être dans le cadre de ces équipes mobiles, de ces centres de vaccination qui vont se déplacer effectivement en collège ou qui vont accueillir des classes de 5e, mais les parents qui le souhaitent peuvent tout à fait également se faire la vaccination par le médecin traitant en cabinet. C'est pas exclusif du tout, ça n'est là que pour renforcer une fois de plus la démarche de sensibilisation et de couverture vaccinale. Donc, c'est un élément important et effectivement, vous l'avez dit, docteur Delaban, tout le questionnement, on le voit dans les retours d'expérience, les parents qui effectivement retournent beaucoup vers le médecin traitant pour lui poser toutes ces questions. Premier interlocuteur justement pour assurer, conseiller, guider, qui reste le médecin et une fois de plus, c'est rappelé partout dans tous les supports de communication. À ce titre-là, vous trouverez à la fin sur le support, on vous les réaffichera, tous les liens utiles et notamment un site dédié qui a été réalisé par l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine sur cette campagne de vaccination qui est à destination du grand public, mais où vous trouverez éventuellement toutes les informations pratiques pour pouvoir répondre à vos patients. On continue rapidement, toujours pareil, on privilégie derrière vos questions, n'hésitez pas à les poser. Docteur Petit-Breuil, pour entrer dans une dimension un peu plus clinique, justement, de ce virus. Oui, puisqu'on s'adresse à des médecins, puisqu'en face, tous nos auditeurs sont des médecins. Donc, un petit rappel juste peut-être de choses que vous savez. Mais bon, les papillomavirus, qui sont des tout petits virus. Donc, comme l'a dit Jean-Luc Delaban, ces petits virus peuvent traverser la barrière, en plus peuvent traverser la barrière du préservatif. Donc, comment on peut passer au prochain. Donc, il y a plein de virus et l'incidence des virus, il en existe une ribambelle de génotypes. Il y a dans le Gardasil 9, c'est important que ça soit maintenant le Gardasil 9, il y a 9 souches, dont le 16 et le 18 qui, à eux tout seuls, ont le plus gros pouvoir oncogène et donc sont responsables, en tout cas en Europe et en Amérique du Nord, de 70% des cancers. Dans tous ces virus, on a choisi donc le 16 et le 18 pour leur tropisme muqueux. Revenez en arrière, s'il vous plaît, pour leur tropisme muqueux, et puis les autres pour leur tropisme cutané, parce que quand même les condylomes, même s'ils ne débouchent pas sur des cancers, ont un fort impact sur la qualité de vie. Juste un tout petit rappel, l'épithélium, vous connaissez, ça vous rappelle l'histologie, les cancers dus au papillomavirus, c'est des cancers épidermoïdes. Donc le papillomavirus, il arrive et il se met dans les cellules basales de l'épithélium malpighien. Il va se mettre en particulier au niveau du col. Vous avez d'un côté l'épithélium cervical, de l'autre côté l'épithélium vaginal, et il va venir là où il y a le petit chiffre 2. Le papillomavirus va se mettre à cet endroit-là et va pouvoir entraîner des lésions d'abord dysplasiques et ensuite des lésions précancéreuses, voire cancéreuses. Donc c'est ça qu'on veut éviter absolument en vaccinant les jeunes filles via aussi la vaccination des garçons. D'autre part, le principe de fabrication des vaccins. Donc, il y a, vous l'avez vu, le papillomavirus, il a plein de petites excroissances. Et donc, l'antigène, ça va être des pseudo-particules virales qui vont mimer en toute sécurité le papillomavirus. Il n'y a absolument pas il n'y a absolument pas d'ADN viral dans le vaccin. Donc, il ne peut pas y avoir d'infection des cellules, pas de multiplication de l'ADN et donc pas de maladie due à l'HPV qui
qui n'existe pas puisqu'il n'est pas dans le vaccin. Donc, ces pseudo-particules virales, VLP, qui sont mises avant, elles sont vraiment de synthèse, elles sont produites en laboratoire, elles sont ensuite insérées dans un adjuvant et il n'y a pas du tout de matériel génétique. Ça pourrait être une réponse importante à des questions que souvent, moi, en tant que gynéco, on me pose en me disant, elle risque d'attraper les maladies qui sont dues au virus HPV. Et puis, dernière chose, c'était pour vous dire, alors la diapo, c'est juste un support, pour vous dire que le vaccin, il va donner une prévention immunologique et non pas une prévention cellulaire. Donc, pour tout ça, parce que si une patiente a déjà eu un virus, elle n'est pas immunisée contre ce virus. Elle attrape son virus à 18 ans, elle s'en débarrasse par sa clairance virale, mais elle va pouvoir se réinfecter plus tard. Tandis que par le vaccin, elle aura une immunité qui sera une immunité sérologique et qui, elle, sera de bien meilleure qualité. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu. Merci beaucoup Isabelle. De toute façon, nous là encore, toutes les personnes autour de la table sont là pour répondre à vos questions en fin de présentation. Donc cette campagne de vaccination, là encore massive dans les collèges, en espérant qu'il y ait un taux d'adhésion fort, fait l'objet aussi bien évidemment d'une traçabilité. L'ARS a passé un appel d'offres public et donc l'outil mesvaccins.net, carnet de vaccination numérique, a été sélectionné. Docteur Jean-Luc Delavant, vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors, je pense que nombre de mes confrères connaissent mesvaccins.net. Mesvaccins.net, c'est une solution, c'est un carnet de vaccination électronique. C'est une base, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que c'est un outil que l'URPS Médecins, mais pas que, finance depuis longtemps avec l'ARS. C'est un outil assez exceptionnel. Je rappelle que tous les médecins libéraux y ont un accès gratuit puisque l'URPS cotise et paie en gros l'accès de tous les médecins libéraux qui veulent se connecter dessus. Ce carnet électronique donc permet, vous êtes médecin comme moi, donc c'est toujours la galère au moment parce que les patients ont perdu leur carnet de vaccination dès qu'ils sont en âge de quitter leur domicile. Il est resté dans un camion de déménagement et donc on ne sait plus qui a eu quoi et comment. Et donc, alors, grâce à ça, on a une traçabilité, on a des rappels automatiques. Grâce à l'application, les gens reçoivent des notifications quand il faut faire les rappels. On a, pour nous, c'est extraordinaire, donc de manière tout à fait individualisée par rapport aux pathologies pour tous les vaccins, ce qui est possible, pas possible, comment. Il y a, pour tout ce qui est des vaccins et des voyages, quelque chose qui est absolument exhaustif et remis à jour, et on peut poser des questions. Enfin bref, c'est un outil qui est assez idéal dans le genre. Donc, heureusement, et Dieu merci, c'est eux qui ont gagné l'appel d'offres pour ce qu'il soit l'outil sélectionné dans cette campagne de vaccination des élèves de 5e. Pour autant, vous l'avez compris, Sylvie Quelet l'a bien exprimé tout à l'heure, comme il s'agit d'enfants, il faut des autorisations parentales pour tout, et en même temps des autorisations parentales aussi pour savoir où est-ce que sera tracée donc la vaccination qui sera faite au collège. Donc, si les parents vous posent la question, bien entendu, il faut leur dire qu'il faut répondre oui aux deux, et comme ça, automatiquement, mais déjà, l'enfant en question aura de fait l'ouverture de son carnet de vaccination électronique si ça n'a pas été fait, et ça permettra de le mettre à jour sur les autres vaccinations. Donc, il y a bien une traçabilité qui est via mesvaccins.net pour tous les vaccins qui seront faits au collège. Merci beaucoup. Puisqu'on parle de vaccination, et avant de parler, de passer à la deuxième séquence sur les bronchiolites, il est important aussi de faire le point sur les actualités vaccinales. Aurélie Fischer, vous vouliez intervenir parce qu'un certain nombre de nouveautés sont notables. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, comme vous le savez, chaque année, donc, le ministère de la Santé édite des recommandations vaccinales après avis de la Haute Autorité de Santé.
Donc, vous avez accès à ces recommandations dans un livret très exhaustif que vous retrouvez sur le site du ministère ou sur Vaccination Info Service. Vous avez aussi la carte qui rappelle les grandes vaccinations à faire par classe d'âge, la petite carte vaccinale. Dans les dernières recommandations de cette année, on va dire de l'année dernière également, alors chez l'enfant, vous avez des nouvelles recommandations qui ne sont pas obligatoires. Donc, vous avez la vaccination contre le rotavirus, qui n'est pas un vaccin injectable, qui est un vaccin oral. Vous avez aussi la vaccination contre le méningocoque B, donc qui vient compléter l'arsenal thérapeutique qu'on avait contre le méningocoque C. Mais comme vous le savez, actuellement, c'est plutôt du B qu'on retrouve ou du Y dans les infections invasives à méningocoque qui circulent actuellement. Donc, c'est plutôt une bonne avancée d'avoir aussi cette recommandation de vaccination contre le méningo B. Ensuite, vous avez, il peut être proposé cet hiver aux enfants à partir de 2 ans, la vaccination contre la grippe. Donc ça, c'est une nouvelle recommandation aussi, même des enfants sans comorbidité. Ensuite, chez l'adulte, je voulais insister un peu sur la place du pneumocoque, parce que vous avez un nouveau vaccin qui est arrivé tout récemment, là, début août, avec le Prevnar 20. Donc, il y a une nouvelle recommandation de la HAS là aussi, qui fait que vous n'avez plus à utiliser le Prevnar 13 et le PPV 23. Donc, c'est une dose de Prevnar 20 qui doit être utilisée donc, chez les personnes à risque, notamment les personnes immunodéprimées. Merci beaucoup de toutes ces précisions. Je tiens également à préciser que mesvaccins.net qui apparaît toujours à l'écran, dans effectivement les fonctionnalités disponibles, il y a aussi toute une aide à la prescription vaccinale qui est accessible donc aux médecins, avec toutes les recommandations totalement à jour et un outil qui permet en fonction de la situation, les antécédents, etc., de vos patients, d'avoir toutes les recommandations adaptées. On passe, parce que c'est l'actualité aussi de cette rentrée, une fois de plus, cette campagne vaccination HPV dans les collèges, mais également les anticorps monoclonaux qui arrivent en prévention des bronchiolites chez les nourrissons. Nous allons cette fois-ci en parler avec Isabelle Brinté. Avant de lui passer la parole, quelques mots et remerciements d'ailleurs à Santé publique France de Nouvelle-Aquitaine qui ne pouvaient pas être présents aujourd'hui, mais qui nous ont transmis quelques données sur la sévérité de l'épidémie. Vous avez ici à l'écran les courbes de la saison automnale et hivernale 2022-2023. Vous voyez donc par semaine les différents pics avec donc des données qui remontent aujourd'hui, peu de remontées de données à part les remontées hospitalières, mais d'un point de vue ambulatoire, SOS Médecins et le réseau au secours qui alimentent. Donc bon, on voit effectivement une saison qui a été particulièrement sévère en fin 2022. Nombre, de toute façon, de généralistes et de pédiatres de la région ont croulé sous les cas de bronchiolite, sans compter non plus les hospitalisations. L'impact, ça a été qu'un tiers des nourrissons de moins de 2 ans ont été touchés. Ça représente 480 000 nourrissons par an en moyenne, dont 2 à 3% des moins de 1 an qui ont été hospitalisés pour bronchiolite sévère. Le VSR serait responsable de 80% des hospitalisations des enfants de moins de 6 mois. Et quand même si le chiffre n'est pas énorme, aboutissent à des décès dus à la bronchiolite un peu moins de 1%. Et c'est aussi 250 à 300 naissances prématurées par mois que cela provoque. Donc voilà, au niveau des bronchiolites, avec effectivement un virus, le VSR, qui est le principal agent entre 60 et 90% des cas. Donc face à ces données épidémiologiques de santé publique, une campagne qui s'est engagée, Isabelle Brinté, un petit peu rapidement, parce que une fois de plus, il y a eu des avis favorables début août, et donc ça s'engage là dès ce mois de septembre. Donc effectivement, ça fait suite aux décisions des autorités de santé soutenues par le Conseil national de pédiatrie et le Collège de médecine générale,
de proposer cette immunisation par le médicament qui s'appelle Beyfortus et qui est du nirsevimab. C'est une immunothérapie, et ça c'est important quand même de le préciser dans l'information qu'on devra donner à nos patients. Ça n'est pas une vaccination. Et je vous expliquerai juste après pourquoi, effectivement, ça n'est pas la vaccination, entre guillemets, qui a été choisie. Donc, la disponibilité, on va dire que c'est à partir du 15 septembre. Pour être très pragmatique, les pharmacies que j'ai pu interroger de manière très active depuis une dizaine ou quinzaine de jours, et puis suite à plusieurs démarches, disent bien qu'à partir du 15 septembre, les parents pourront le commander, mais qu'il faudra 3 à 6 jours ouvrables, donc avec les week-ends, ça fait plutôt 6 jours, pour obtenir la dose d'anticorps monoclonal. Et effectivement, sachant que ça concerne tous les nourrissons nés depuis le 6 février 2023, effectivement, il va falloir un petit peu d'organisation. Là-dessus, on peut passer Isabelle, donc oui, une disponibilité qui est liée une fois de plus à cette autorisation, à cet avis favorable tardif. C'est-à-dire que c'est une dotation, oui, c'est gratuit, c'est-à-dire que c'est pas avec la carte, c'est une dotation, donc la disponibilité du vaccin, voilà, j'y arrive pas. La disponibilité de ce traitement, c'est une dotation qui sera faite donc aux pharmacies, aux maternités et aux hôpitaux. Et donc, effectivement, la commande ne peut se faire pour les parents par la pharmacie qu'à partir du 15 septembre en libéral. Par contre, à partir du 15 septembre, nous sommes censés en maternité et dans les maternités hospitalières pouvoir commencer l'immunisation des nouveau-nés de maternité selon des procédures qui vont varier en fonction des maternités. Alors, vous évoquiez effectivement ce traitement immunologique plutôt qu'une vaccination. Déjà, il y a une dimension d'efficacité. Donc, l'efficacité, elle a été effectivement prouvée sur le risque d'hospitalisation pour bronchiolite à VRS. Il y a eu 3 essais cliniques, dont le plus, on va dire celui qui correspond à un essai clinique par rapport à un placebo concernait 12 000 nourrissons. Et ça a montré effectivement que ça a baissé le risque d'hospitalisation pour les bronchiolites à VRS, que la tolérance était tout à fait acceptable puisqu'elle était comparable à celle des enfants qui avaient reçu une injection de placebo, même s'il faut noter quand même des effets indésirables tels que ceux qu'on peut retrouver parfois lors des vaccinations, avec une éruption cutanée à la zone d'injection, une légère fièvre, et globalement, le traitement a été très, très bien toléré. Comme c'est une immunothérapie, et comme là, on en est vraiment à la première saison pour proposer ce traitement-là en libéral, il est quand même recommandé probablement un petit délai de surveillance après l'injection. C'est pas tout à fait encore précisé. Je vous avoue que la première réunion là avec l'ARS était lundi ou je sais plus, enfin la semaine dernière, et qu'il y avait encore des procédures à préciser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de... Pour l'instant, c'est une injection qui doit être faite par des médecins. Il n'y a pas encore de délégation possible pour les infirmiers, peut-être pour les sages-femmes en centre hospitalier. Infovac, le site Infovac souhaiterait effectivement qu'il y ait une délégation pour qu'il y ait le plus possible de nourrissons. C'est exactement comme l'HPV, hein, le plus grand nombre de nourrissons seront protégés, le plus on protégera ces bébés de cette première épisode de bronchiolite qui hospitalise, et aussi de l'asthme du nourrisson sur la 2e année, et aussi notre système de soins, en fait. Voilà, pour pas qu'on se retrouve dans la situation de crise de l'année dernière qui a été vraiment très, très pénible pour tout le monde. Sur la traçabilité, on en parlait tout à l'heure pour l'HPV. Là, ce sera une traçabilité à noter dans la page statut clinique ou immunitaire. Ça n'est pas la page des vaccinations. Voilà. C'est une page qui est derrière la page des vaccinations, en fait. Concernant les modalités pratiques, les modalités pratiques, il va y avoir une petite fiche mémo qui va être éditée
en lien avec l'ARS, les URPS, donc cette petite fiche mémo pour l'hôpital et pour la ville. Donc pour l'hôpital, pour la ville, c'est bien noté que pour les enfants de moins de 5 kilos, c'est une dose de 50 mg. Et pour les enfants de plus de 5 kilos, c'est 100 mg. Il va falloir bien sûr anticiper, si bien que sur les ordonnances de sortie de maternité, les 2 doses seront notées en fonction du poids. Et c'est une conservation au réfrigérateur comme un vaccin. Et ce qui est plutôt satisfaisant, c'est que quand même, ça peut aussi se conserver à température ambiante pendant 8 heures. Donc, on aura peut-être moins de pertes. En tout cas, c'est voilà, que si il fallait cette stricte conservation au frais. L'injection se fait dans la face antéro-externe de la cuisse, exactement comme un vaccin. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Vous restez pour les questions-réponses éventuellement. Vous vouliez intervenir en... Oui, je voulais juste dire que, juste une petite précision, c'est-à-dire que nous, on a vu l'autorisation arriver, on a tous été un peu effectivement surpris, on se demandait ce qu'il en était des autres options qui avaient été éventuellement évoquées, c'est-à-dire éventuellement une vaccination des femmes enceintes contre le VRS ou la vaccination des nourrissons, mais simplement en termes de montée des anticorps protecteurs et de la période de fragilité, de vulnérabilité des enfants, c'est vraiment ces anticorps monoclonaux qui offrent la plus rapide et la plus prolongée des protections, sachant que la demi-vie est longue de 69 jours et que ça couvre donc 150 jours. Donc, c'est vrai que si on réussit à l'injecter fin septembre, là, ça sera fin septembre, début octobre. C'est vrai que jusqu'au mois de mars, probablement, on aura une protection et que, puisqu'on a des médecins en face de nous, il est peut-être évoqué une protection croisée vis-à-vis éventuellement d'autres virus respiratoires, mais ça, je le dis sous couvert avec beaucoup de prudence. Mais c'est vrai que ça peut être vraiment un outil très intéressant aussi à l'avenir. Merci beaucoup. Je crois que Aurélie Fischer, quelques compléments d'information. Aurélie Fischer, donc de l'Agence régionale de santé. Oui, par rapport à la vaccination des femmes enceintes, effectivement, il y a un vaccin qui existe, qui a été autorisé au niveau de l'Europe en juillet 2023, mais il sera disponible en France que l'année prochaine. Donc, ça viendra peut-être compléter l'arsenal thérapeutique contre le VRS pour cette population. Et ensuite, ce que je voulais compléter, c'est l'action de l'ARS sur ce sujet. Donc, il y a un comité, comme vous l'avez mentionné, qui a été mis en place dès que nous avons su, dès qu'on a su effectivement que ce traitement préventif allait arriver dans les pharmacies. Donc, ce comité a été mis en place pour un peu organiser peut-être la priorisation qu'il y aura à faire s'il y a vraiment une forte adhésion des mères, des pères et des mères, des familles à ce traitement. Voilà, pour qu'on sécurise un peu le nombre de doses et ensuite pour communiquer aussi sur ce nouveau traitement, que ce soit envers les professionnels de santé, donc avec l'aide de l'URPS, et aussi envers les familles, dans les maternités et en ville. Merci beaucoup de ces précisions. L'objectif, c'est de pouvoir répondre aussi à vos questions. N'hésitez pas, une fois de plus, à les poser par le petit bouton Q&R, questions et réponses. On prend vos questions et on y répond oralement. Emmanuel, est-ce que je peux juste te préciser qu'on peut injecter le Beyfortus avec d'autres vaccins et même avec d'autres immunoglobulines, la seule limite étant le nombre d'injections parfois acceptées ou acceptables pour les parents, mais que c'est possible de le faire lors d'une séance de vaccination, même sur la même cuisse, mais avec une petite distance entre les deux injections qu'on évalue à 2,5 cm, ce qui n'est pas évident chez les tout petits. Mais voilà, je voulais juste dire que ça pouvait s'organiser pour ceux qui sont sortis de maternité et qui sont prioritaires à J10, J15, un mois, ou lors des premières séances de vaccination. Merci Isabelle, tu as anticipé une des questions effectivement qui était arrivée et qu'on allait poser. Donc continuons effectivement sur cette immunothérapie puisque on a démarré là-dessus. Autre question qui est posée, c'est si une fois de plus arrivé des vaccins, de ce traitement avant
d'ici le 15 septembre, peut-être pas dans des quantités permettant d'absorber tout le monde. Y a-t-il des priorités aussi à faire entre les enfants pour pouvoir, quelles sont les recommandations de ce côté-là? Ah, problème de son. Ouais. Voilà. Au départ, c'était quand même possible, il avait été dit que c'était éventuellement pour les moins de 1 an. Finalement, ça a été quand même réduit au moins de 6 mois, puisque 80% des hospitalisations, on a vu, concernent quand même des nourrissons qui sont pas nés prématurés et qui sont en bonne santé. Mais effectivement, ces 6 premiers mois sont quand même une phase de maturation pulmonaire vraiment à risque d'hospitalisation pour un premier épisode de VRS, puis d'asthme du nourrisson dans la 2e année. Donc, c'est vraiment les moins de 6 mois. Bien entendu, s'il y a un problème de quantité de doses, c'est les nouveau-nés qui sortent de maternité, les prématurés, les enfants qui ont des pathologies. C'est vrai que pour des enfants qui sont nés peut-être le 1er mars, qui sont en très bonne santé, s'il y a un problème de dose, ce ne sera peut-être pas eux les prioritaires, mais on va être quand même un peu pieds et mal liés parce que les patients, toutes les familles à qui on en a parlé sont tous hyper motivés. Et donc, il va falloir gérer la frustration si certains ne peuvent pas obtenir la dose. Je crois que je n'ai jamais vu autant d'adhésion à cette proposition-là. Donc, ça va être quand même un des enjeux, ça va être de gérer effectivement la priorité. Et puis, effectivement, qu'est-ce que je voulais dire sur la priorisation? Non, il n'y a pas de poids minimal pour administrer ce Beyfortus. Donc, les bébés prématurés qui sortiront de l'hôpital auront eu probablement leur dose avant de sortir de l'hôpital. Voilà. Tac, tac, tac. Isabelle, vous parliez aussi d'adhésion massive, donc ça veut dire s'organiser en tant que pédiatre ou médecin généraliste qui traite des nourrissons. Comment vous faites, vous, de votre côté, concrètement? Alors, il y a 2 manières de s'organiser. La première, c'est que nous, on ressort le listing de tous nos patients de moins de 6 mois et à qui on va envoyer un document d'information sur l'existence de cette possibilité-là de faire de la prévention. Et puis, l'autre moyen, c'est à tous les patients qu'on suit en consultation de leur prescrire dès maintenant et de prévoir éventuellement des demi-journées d'injection, en fait. Donc, on s'organise, par exemple, nous, au cabinet, on s'organise avec ma remplaçante pour doubler, on va dire, éventuellement la possibilité de notre présence sur place pour pouvoir proposer à plus de patients ce traitement-là. Mais tout dépendra effectivement de la disponibilité en pharmacie. Voilà, donc on attend de voir, mais on est prêt vraiment à pouvoir agir vite entre le 25 septembre et le 15 octobre. Ce serait génial si on pouvait en faire un maximum. Aurélie Fischer, vous vouliez compléter? Oui, il y a quand même 200 000 doses qui ont été sécurisées au niveau de l'État pour 750 000 naissances dans une année. Donc, si on prend les moins de 6 mois, on a quand même un volume de doses quand même qui sera disponible assez conséquent. Oui, elles sont aujourd'hui fabriquées, disponibles? Sécurisées. Après, il y a eu les premières livraisons en pharmacie hospitalière au niveau des maternités. Et ensuite, effectivement, ce sera des commandes, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, des pharmacies d'officine en fonction des prescriptions directement au laboratoire, qui a une capacité de faire des livraisons, qui s'est engagé à avoir une capacité de faire des livraisons dans toutes les officines de France. Est-ce que je peux juste rajouter les contre-indications de la vaccination? Il n'y en a quasiment pas, si ce n'est une bronchiolite documentée à VRS. Donc, un enfant qui aura déjà eu une bronchiolite en septembre-octobre, c'est souvent pas le VRS jusqu'à mi-octobre. Donc, ce n'est pas une contre-indication. En revanche, s'il a eu une bronchiolite à VRS, comme c'est ce premier épisode qui provoque souvent l'hospitalisation, il est considéré qu'ils ne pourront pas recevoir le Beyfortus. Voilà. Donc, oui, une fois de plus, cette immunothérapie ne va pas éviter toutes les formes de bronchiolite, éviter ce qu'on disait entre 60 à 90% effectivement des bronchiolites qui sont dues au virus VRS.
puis, Et donc, ça fera, effectivement, ouais, ça fera pas l'économie des mesures barrières, d'éviter les lieux trop fréquentés pour les jeunes, les nouveau-nés. C'est-à-dire qu'il faudra continuer, quand on fera cette injection-là, à faire de la prévention en disant que c'est pas parce qu'ils ont ça qu'ils peuvent aller partout dans des lieux très fréquentés, oublier de se laver les mains et voilà, il faut continuer. C'est un peu comme pour le HPV et l'histoire du préservatif. On n'abandonne pas le préservatif parce qu'on est vacciné. Bah là, c'est pareil, on continue à donner des conseils de vigilance sur les premiers mois de vie pour éviter des hospitalisations pour d'autres virus, quoi. merci. On rebascule sur la campagne HPV par rapport aux questions. Docteur Delaban, une question, c'est comment le médecin traitant donc sera-t-il informé? Alors, la question, c'est comment est-il informé que son patient a été vacciné, enfin que Oui. voilà, son jeune patient, sa jeune patiente a été vaccinée dans le cadre de l'école de 5e. Alors, il n'y a pas, à ma connaissance, de retour systématique vers le médecin traitant. D'abord parce que les enfants de 11 ans n'ont pas tous un médecin traitant identifié. Ensuite, voilà, ça pourrait passer par Une messagerie sécurisée, mais c'est un peu complexe. ouais, vous avez expliqué voilà, dans le cadre de ces campagnes qui sont c'est un délocalisées. peu compliqué, voilà, parce que vous l'avez compris, c'est des centres de vaccination. Ils sont différents, qui n'ont pas toujours les mêmes choses. Alors, la vraie solution, c'est mesvaccins.net. Hein, on revient là-dessus. C'est-à-dire que si les patients n'ont pas coché l'option mesvaccins.net, ils vont se voir remettre un certificat papier, vraisemblablement par le centre de vaccination. Et si le POM, entre-temps, ils ne se souviennent pas, là, c'est sûr que l'information sera totalement perdue. Et bon, globalement, quand même, à 11 ans, les enfants sont conscients, donc ils se souviendront de cette feuille vaccinée à l'école. Et si on leur pose la question, ça sera quand même important. D'où l'idée quand même de mesvaccins.net. Peut-être vous voulez rajouter quelque chose de plus pragmatique? Oui. Oui, alors juste pour évoquer un petit peu le circuit en fait de traçabilité de ces vaccinations, qui en fait passe par la plateforme Colibri, donc de mesvaccins.net au niveau des centres de vaccination, qui émanent en fait des autorisations parentales dématérialisées. C'est-à-dire qu'une fois que ces autorisations parentales sont créées, le dossier médical sur Colibri est créé et la bascule vers un carnet numérique de mesvaccins.net peut être faite si, comme vous l'avez dit, le parent a coché cette case. Dans tous les cas, l'instruction ministérielle demande de manière impérative à ce que l'enfant amène le carnet de santé le jour de la vaccination au collège. Donc, il sera apposé en fait la vaccination sur les pages vaccinales du carnet de santé. Donc, c'est un moyen, hormis le fait que si le parent a accepté le carnet numérique, du coup, il y aura une trace écrite. Ok, donc vous l'avez compris, c'est ceinture et bretelles. Il y aura à la fois le carnet de santé numérique et le carnet de santé papier. Donc normalement, on devrait être à peu près tenu au courant. Donc il y a une deuxième question sur qu'a à faire le médecin traitant comme action sur mesvaccins.net, si j'ai bien compris. Alors, de toute manière, je crois qu'il y a pas mal de questions sur mesvaccins.net. On vous enverra à tous ceux qui se sont connectés via votre adresse mail une notice en gros informative et de la, comment dirais-je, de comment on se sert de mesvaccins.net. Mais pour répondre simplement, donc la difficulté, que je recommande de faire par les patients, c'est que en fonction des carnets de santé ou des antécédents, chaque patient peut pré-remplir son carnet vaccinal avec ce qu'il a déjà eu comme vaccin. Et lors d'une consultation, il va voir son médecin traitant et le médecin traitant, lui, n'a plus qu'à valider, à vérifier qu'il ne se soit pas trompé ni de case, ni de vaccin, ni voilà. Et une fois qu'il valide tout ça, c'est fait et après tout marche tout seul. Donc bon, comme pour tout ce genre de système, il y a une première phase de remplissage qui peut être un peu plus compliquée, mais qui est souvent intéressante de la déléguer aux patients. Et après, ça va tout seul. Donc là, il y a effectivement, c'était le cas pour inciter aussi les patients à rentrer plus en avant dans ce carnet de vaccination électronique pour renforcer effectivement la traçabilité dans le temps par rapport au papier qu'on peut
qu'on peut malheureusement perdre, changer demain de médecin traitant, ce qui permet là aussi de faciliter les choses. Maintenant, sur le HPV, deux cas, c'est l'enfant, l'adolescent a été vacciné en collège. Effectivement, l'information est remontée, comme on disait, dans mesvaccins.net. On est à voir une fois de plus comment le médecin en est informé si le patient lui en parle pas. Bon, ça, c'est des choses qu'on est en train de continuer un petit peu à travailler. Tout ça, une fois de plus, se met en place. Dans le cas où le médecin traitant, lui, vaccinerait l'adolescent dans son cabinet, il peut là également renseigner, il n'est pas obligé de le faire, mais il peut renseigner mesvaccins.net, mais il faudrait que le patient ou ses parents aient ouvert préalablement. Il peut en profiter pour absolument soit la famille, parce que ça se passe par famille, hein, c'est-à-dire que en général, les jeunes parents, ils trouvent ça plutôt facile parce que on a ça sur son téléphone et où qu'on soit dans le monde, on peut savoir de quoi on a été vacciné, quand, comment, est-ce qu'il y a besoin comme rappel. Hein. Donc, quand les gens en général enfin, certaines tranches d'âge ont goûté à ça, ils aiment bien, ils y mettent les enfants et ça suit tout seul. Après, c'est une opportunité aussi quand vous les vaccinez, parce que vous l'avez compris, plus vous démarrez tôt dans la vie votre carnet de vaccination électronique, moins il y en a à remplir au départ, et plus ça se fait après de manière automatique. Et puis, si on veut, si jamais il y a le problème de l'oubli, eh bien, c'est pas grave non plus de faire 3 doses à quelqu'un qui aurait eu besoin que de 2 doses. Hein. C'est pas très grave. Si une jeune fille de 14 ans se souvient plus ce qu'elle a eu à 11 ans, si elle a eu 1 dose ou 2, ben on lui refait. Hein. C'est pas grave du tout. Il vaut mieux en faire trop que pas assez. Merci. Y a-t-il des précisions autour de la table? Je ne sais pas si Isabelle Brinté est toujours parmi nous. Il y avait une petite question sur les contre-indications à l'administration de Beyfortus. Alors, les contre-indications, je l'ai dit, c'était l'hypersensibilité à un des produits contenus dans Beyfortus, mais c'est une contre-indication plutôt théorique. Il y a la contre-indication, ou la précaution, c'est en cas de trouble de la coagulation ou de thrombopénie, comme toutes les injections intramusculaires. Et puis, effectivement, logiquement, tout nourrisson qui a eu une bronchiolite documentée AVRS, parce que même si son immunité n'est pas durable, on considère que de lui réinjecter des anticorps, ça empêchera éventuellement un deuxième épisode, mais ce deuxième épisode est censé être moins virulent et moins sévère et moins nécessiter une hospitalisation. Donc, l'intérêt de cette injection n'est pas justifié. Voilà, mais sinon, il n'y a pas d'autres contre-indications. Merci. Donc, on arrive au terme de notre schéma d'1 heure. Merci à tous de vos attentions, de vos questions. Bien évidemment, nous vous diffuserons d'abord des emailings sur ces sujets, une fois de plus, qui sont d'actualité, qui sont en train de se caler sur la campagne de vaccination HPV, comme sur cette campagne d'immunisation VRS. On va également vous transmettre, comme d'habitude, le support de cette présentation avec aussi toutes les précisions que le format ne nous a pas permis d'intégrer pour pouvoir faire passer une fois de plus la campagne d'immunothérapie VRS sur les précisions effectivement du calendrier vaccinal qui était apporté tout à l'heure par Aurélie Fischer. Et vous avez bien évidemment la possibilité de revoir en replay ou de rediffuser autour de vous aussi le lien pour revoir ce webinaire. Et Isabelle Petit-Breuil, vous vouliez apporter quelques mots complémentaires. Rajouter que ce n'est pas parce qu'une patiente ou un patient est vacciné qu'il ne va pas falloir continuer à le suivre. Hein, pour l'instant, même une personne vaccinée, donc je pense qu'à chaque fois qu'on vaccine une jeune fille en particulier, bon, pour les garçons, c'est un tout petit peu différent, mais il faudra lui dire que son suivi gynéco sera quand même très important. Le temps que la vaccination fasse effet et qu'on n'ait plus de conisation et plus de cancer du col, on a quand même quelques dizaines d'années devant nous. Donc, le suivi gynéco reste important.
Oui, tout les règles de prélèvement cervico-vaginal continuent à s'appliquer dans le cadre du dépistage du cancer du col. Exactement. Donc, 25-65 ans, on continue à refaire le test HPV et le frottis de 25 à 65 ans. Ça peut faire vous pouvez regarder, ça c'est un autre sur le DOCCU, etc. Vous avez tout ça. Voilà, on rappelle aussi qu'il y a un dépistage organisé du cancer du col de l'utérus. Vous avez à votre disposition dans les liens utiles qui sont à l'écran justement un petit module d'auto-formation, d'e-learning destiné aux médecins et autres professionnels de santé concernés sur justement ce dépistage organisé, où sont exposées toute la dimension effectivement épidémiologique aujourd'hui sur le HPV et le cancer du col qui en découle, mais également l'organisation concrète de ce dépistage et voilà, comment y intégrer un maximum vos patients, quelles sont les règles, là encore, de suivi gynécologique. Merci infiniment et à très bientôt, on espère, pour un prochain numéro.